Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on continue sur l'incorrect et son dossier libéralisme fracture à droite. Donc, on va prendre l'article de Christophe Geffroy, directeur de la NEF, qui s'appelle « Le libéralisme rejette toute notion de vérité et de bien ». Donc, on va le lire et on va le... Ouais, tout un programme. On va le lire et le commenter ligne à ligne quasiment. Donc, je commence. L'hégémonie actuelle du libéralisme s'explique par la conjonction de trois phénomènes plus ou moins concomitants. La dérégulation des années 80-90 qui a conduit à la financiarisation de l'économie et à la concentration des richesses. La chute du communisme en Europe de l'Est, en Union soviétique, et la mondialisation favorisée par les deux points précédents. Donc l'hégémonie actuelle du libéralisme, j'étais pas au courant. On commente ça déjà ? Ouais, on peut commenter ça. Oui, c'est intéressant comme départ. Si on était dans le libéralisme, les pauvres libéraux que nous sommes seraient quelque part et heureux et au pouvoir, puisqu'on parle d'hégémonie. Déjà, le concept d'hégémonie de libéralisme, c'est déjà une tarte à la crème, quoi. Lutte contre toute forme d'hégémonie en termes de pouvoir. Donc, déjà, ça part très très mal. Et on n'est clairement pas dans un environnement libéral. Alors on est dans Même si quel environnement si on devait répondre à Christophe Geffroy? on est aujourd'hui en France, on est probablement dans l'histoire française. Je pense pouvoir dire qu'on est dans ce qui se rapproche le plus. On se mettait dans un niveau technologique qui est celui des années 40-50, ou peut-être même années 30 pour l'URSS. Je pense que sur la structure de la société, on n'est pas très très loin de la structure telle que l'Union soviétique. Ça va faire bondir partout, mais pourtant, avec le nombre de codes que nous avons, la quantité d'élus, de règlements, le niveau des impôts. Je crois ne pas dire de bêtises en disant que nous qui avons un PIB qui est à 57% public, je crois que l'URSS c'est 59%. Ouais. Je crois. C'est cet ordre-là. Donc, en fait, techno a fait qu'on est beaucoup plus avancé, et c'est ce qui nous sauve. Le monde étant capitaliste, les produits qui nous arrivent nous sauvent aussi, mais structurellement, on est très proche de l'Union soviétique, en fait. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours des plans, le plan environnement, le plan exact. Re-industrialisation. Enfin, c'est... Tout à fait. Le concept même de plan est un concept soviétique. Totalement. Tout à fait. Donc, on n'est pas du tout dans l'hégémonie libérale, hein, pas du tout. Ouais. Et même, pour finir sur ce point, quelqu'un qui se dit de droite, qui écrit un truc comme ça, tu croirais du Georges Marchais ou des communistes qui font le diagnostic de la société actuelle. On est sûr que c'est un mec de droite qui écrit ça ? Bah ouais, soi-disant. Bah, je pense que c'est les socialistes de droite. Hein. L'incorrect, c'est un peu comme Causeur. C'est les socialistes de droite qui regrettent, qui sont un peu, je pense, dans la lignée à l'époque chevènementiste, ou la République. Ils ont un peu ce modèle-là. Je ne savais pas que Chevènement était. Non, mais voilà, ils sont. Enfin, la droite est progressivement allée vers Chevènement, je pense. Enfin, elle est plutôt dans cette. Ok, bah, je continue. Ainsi, même un pays comme la France, largement gangréné par le socialisme étatique, d'accord, il le dit. Là, on est d'accord. Ouais. Là, on est d'accord. Donc, la France ne peut échapper au libéralisme ambiant, ce qui se manifeste par exemple par le démantèlement progressif des services publics et de la protection sociale, comme par exemple la généralisation du travail dominical. Donc, le démantèlement des services publics. Oui, ça se saurait. Encore une fois, je reprends l'exemple du 57%. Quoi. S'il y avait un démantèlement progressif des services publics, la France n'aurait plus d'actions chez EDF, les banques seraient totalement libres, le PIB ne serait pas à 57% dans le public. Largement. Donc, ouais, on pourrait choisir notre assurance maladie. Voilà, on n'aurait pas 20 ou 25% de charges sur nos salaires. Il y a énormément de choses comme ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu des poussées de fièvre ponctuelles ces 20 ou 30 dernières années pour tenter de démanteler le service public. Mais aujourd'hui, il est plus fort que jamais. Et surtout, encore une fois, je reviens sur la même chose. On a là un magazine qui se positionne ou qui se dit se positionner à droite et qui emploie un verbiage, un texte qui pourrait être signé
du PCF. C'est Ouais. incroyable. Ouais, mais c'est assez désespérant. Bon, on continue. Ce libéralisme excessif qui nous détruit est principalement économique. Donc, La phrase mérite d'être encadrée. ouais, on va faire un poster. C'est Le ça, ouais. Donc, libéralisme nous le détruit. libéralisme excessif. Pourrait-on donc avoir trop de liberté? C'est ça, c'est quand imaginer qu'on ait trop de liberté. Déjà, j'aimerais bien qu'on m'explique ce concept-là, parce que je pense que les gens ne comprennent pas que la liberté, comme elle s'arrête celle des autres, elle ne peut pas être excessive, puisque forcément l'autre est là pour la limiter. Donc il n'y a pas de liberté excessive. La liberté est toujours un équilibre entre la mienne et la tienne. Ouais. Le concept de liberté excessive est un non-sens. La définition de la liberté nous dit qu'elle est toujours équilibrée, et elle est limitée par celle de l'autre. Déjà. Ensuite, c'est pas détruit. La liberté détruit. Je sais pas moi. Comment peut-on Non, ce on sont les actions des personnes qui peuvent les détruire, mais ça, c'est les actes. Justement, la liberté, c'est on peut choisir de faire quelque chose de bien ou de mal, mais sans cette liberté, on peut pas qualifier les actions de bien si t'as pas la liberté de faire des choses mal. Enfin, on est d'accord, mais je pense aussi qu'il fait référence à ce qui est juste au-dessus, c'est-à-dire le démantèlement progressif des services publics. Je pense que c'est ça qui détruit. Mais il ne comprend pas que l'intérêt des Français et de la France, c'est que les services publics soient démantelés. Il faut le dire clairement. Les services publics, ils sont, en tant que services publics, ils seraient bien s'ils n'étaient pas fonctionnalisés, s'ils n'étaient pas des concurrentiels. Donc, c'est l'inverse. C'est le fait qu'ils soient monopolistes qui nous détruit. Bon, et ensuite, le principalement économique, c'est totalement faux. Le libéralisme, fondamentalement, avant même de parler d'économie, c'est une structure sociale, c'est une affaire de droit. ouais, C'est la façon dont… Voilà, on revient sur la définition. Quand on dit ma liberté s'arrête à la tienne, où est l'économie là-dedans? Il n'y a pas d'économie, c'est du droit. J'ai le droit de faire, tu as le droit de faire. Le liberté et le libéralisme, c'est une affaire de droit. Le libéralisme n'est pas économique. La dimension économique ne résulte que de la mise en œuvre, justement, de cette liberté de toi et de moi. C'est juste ça. Le libéralisme, ce n'est pas économique, c'est une affaire de droit. Ok, on continue. Faisons un peu d'histoire pour en comprendre l'origine. Le contexte de sa naissance est celui du passage d'une société holiste ou communautaire à une société individualiste, fruit d'un long mouvement d'émancipation de l'homme de toute tutelle supérieure s'imposant à lui. Dieu d'abord, la nature ensuite, la culture aujourd'hui, qui a sa source dans le nominalisme du XIVe siècle et l'humanisme du siècle suivant. Je n'ai pas forcément envie de commenter cette phrase. Ouais, Si okay. Elle n'est pas totalement fausse. C'est vrai qu'il y a eu un phénomène concomitant historique entre tous ces soubresauts et ces tensions de la religion, envers la royauté. Tout cela est en partie vrai. Est-ce qu'on peut le résumer en une phrase comme ça? Je n'en suis pas du tout sûr. Et franchement, je pense que l'histoire de la liberté est tellement complexe. Ça mérite. Il y en a qui ont écrit des ouvrages de 1000, 2000 pages sur le sujet. Franchement, ok, on continue. Oui, c'est très risqué. Et à l'inverse, sa phrase, si tu veux, c'est ramener tout ça à un truc aussi simpliste. Je pense que c'est une erreur. Ah, coupé. Bon, je comprends. Ainsi, l'anthropologie classique héritée d'Aristote et saint Thomas d'Aquin, qui appréhende l'homme comme un animal politique, fait pour la société et animé de liens d'amitié envers son semblable, la philia, laisse-t-elle la place à une toute autre vision, celle d'un être associable à l'état de nature, d'où l'idée du contrat social pour mettre fin à la guerre de tous contre tous. Encore un truc ridicule, ça. C'est l'être associé à l'état de nature, l'idée du contrat social. Et là, c'est assez paradoxal. La liberté, le libéralisme ne laisse pas la place à la vision d'un être asocial. Non, ouais. Au contraire, c'est bien le contraire. C'est qu'on fait le pari, le libéral fait le pari que l'homme, au contraire, est sociable, et même à l'état de nature, peu importe l'état de nature, l'homme est sociable. Il a besoin des autres pour fonctionner et pour vivre. Et au contraire, cette dimension sociale et cette sociabilité fait qu'avec sa liberté, elle va pouvoir s'exprimer et la société va se construire spontanément par la liberté et la sociabilité de l'homme. C'est exactement l'inverse.
Le contrat social n'est là que pour la matérialiser, quel qu'en soit le terme, encore une fois, qu'on met sur ce contrat social. Mais c'est toute l'hypothèse est inverse. L'homme est sociable, y compris à l'état de nature, et la liberté est là pour rendre cette sociabilité lui permet de s'exprimer. C'est tout l'inverse. Cette évolution génère un basculement fondamental. Ce n'est pas un libéral. Hein? Pardon? Je n'irai pas sur la guerre de tous contre tous de Hobbes, Ouais. parce que Hobbes n'est pas un libéral, c'est l'antilibéral par essence. Ouais. Cette évolution génère un basculement fondamental qui s'opère sur une longue période. Dans l'ordre politique, la primauté passe de la vérité à la liberté. C'est intéressant ça aussi. Ouais. Dans l'ordre politique, la primauté passe de la vérité à la liberté. Alors déjà, la liberté et la vérité, ça serait comme une espèce d'opposition, et la vérité serait d'ordre politique. J'adore. On croirait encore une fois la Pravda. Je rappelle que la Pravda, c'est la vérité en russe. Ouais. Voilà, et que c'était forcément l'organe de presse du Parti communiste russe. Voulant bien dire qu'effectivement, dans un monde communiste, effectivement, la vérité est politique, comme en 1984. Donc, en libéral, la vérité n'est pas politique. Et évidemment, la liberté permet au contraire d'avoir les conditions de l'émergence de la vérité. Quoi que ce mot puisse vouloir dire, qu'il soit scientifique, religieux ou autre. C'est tout l'inverse. Un ordre politique basé sur le libéralisme, quelque part, n'est pas politique, au contraire, et au contraire, permet à la vérité d'émerger. On est dans le fantasme. Et de s'exprimer, parce que si un État prétend détenir la vérité, si en fait elle est fausse, cette vérité, la vraie vérité, on va dire, ne peut pas. Elle est forcément fausse. Mais moi, quand je lis ça, c'est que j'ai l'impression, c'est que il regrette le temps de la chrétienté où le roi était chrétien, et donc la vérité, c'était la vérité chrétienne et qui s'imposait à tous. Ça, bon, on peut être d'accord ou non sur cette vérité, mais c'est le fait de l'imposer à tous. Quand maintenant, aujourd'hui, l'État impose sa vérité qui est anti-chrétienne, je ne comprends pas que lui veuille que l'État soit le garant de la vérité ou pas, parce que quand ça change de camp, c'est fichu pour lui, quoi. Il peut plus. Tout à fait, mais on revient sur cette écriture très. C'est du Lénine là, c'est comme dans la pensée là. C'est encore une fois, je me demande qui c'est qui a écrit ce machin. C'est le directeur de la Nef. La Nef, c'est un magazine chrétien. Mon Dieu. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Ensuite, il dit que le libéralisme apparaît ainsi historiquement comme une réponse au problème de la liberté. Comment protéger institutionnellement la liberté autonomie contre un pouvoir réputé par nature despotique? Je t'arrête là. Ouais, vas-y. Le libéralisme comme une réponse au problème de la liberté, c'est amusant. Le libéralisme, c'est une idée politique qui cherche à établir protéger institutionnellement la liberté autonomie contre le pouvoir. Oui, effectivement, par nature despotique. Oui, là, pour une fois, je suis complètement d'accord. Le libéralisme et la liberté, c'est bien protéger institutionnellement la liberté, autonomie, contre un pouvoir réputé par une nature despotique. Oui, définitivement. Quel est le problème ? Lui, c'est qu'il met réputé. Donc, on se dit, peut-être, il n'est pas sûr que le pouvoir soit par nature despotique. Il dit réputé par... Tu as très bien vu. Très bien vu. Donc, pour lui, le pouvoir n'est pas forcément despotique. Mais bon. Tout à fait, tu as raison. Et pour nous, le pouvoir est forcément despotique. Ensuite, comment répondre à l'émancipation des désirs matériels des hommes ? Donc, le libéralisme, c'est ça. C'est comment répondre à l'émancipation de nos désirs matériels. Alors là, je pense qu'il a un peu fumé, ce monsieur. Ouais. Parce que c'est clairement pas un objectif en aucune manière du libéralisme, en tout cas pas de manière directe. C'est un effet du libéralisme. C'est pas du tout un objectif. Et c'est pas une réponse. L'émancipation des désirs matériels, d'abord, faut-il s'émanciper des désirs matériels ? Là, on est dans le religieux, bon, mais pourquoi pas ? Mais c'est un effet de la liberté. Si une fois qu'on est dans un environnement de libéralité, on pourra à ce moment-là être moins matérialiste ou pas, parce qu'on aura simplement suffisamment de niveau social, etc., pour passer à une autre, pour se dégager des contraintes matérielles. On oublie trop souvent que la pensée matérialiste s'impose à nous souvent, tout simplement, sous le besoin de la survie.
et que l'effet du libéralisme, et notamment économique, nous apporte un meilleur bien-être. Et quand on a un meilleur bien-être, on peut, comme on le fait avec notre vidéo où on passe du temps à philosopher, on peut passer du temps à faire des choses moins matérielles. Il faut pouvoir d'abord avoir eu de quoi bouffer. Et avoir eu de quoi bouffer, c'est un effet de la liberté. Et non pas donc le libéralisme ne va pas, il a cet effet, et il a un effet positif, même par rapport à ce qu'il exprime lui. Okay. La réponse libérale à cette peur du pouvoir et à l'absence de confiance en l'homme est d'abord politique, et elle s'élabore autour de 3 piliers. La théorie de la suprématie du droit, la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, et la théorie de la représentation, Locke et Montesquieu. Je ne sais pas en toute sincérité ce que c'est que la théorie de la représentation. Je suppose que c'est la représentation au sens des députés, de la démocratie. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. C'est enfin, les députés. Ouais. C'est intéressant parce que, manque de bol, le libéralisme, tel que le dernier penseur le pense, si je puis dire, c'est pas ça. Et il commet une erreur très classique chez beaucoup de libéraux, et beaucoup de libéraux catholiques notamment, que de penser que le libéralisme repose sur la séparation du pouvoir et cette vision démocratique représentative. C'est totalement faux. Le libéralisme, c'est effectivement le droit, c'est pas une suprématie, c'est juste la reconnaissance du droit. C'est on se reconnaît les uns les autres, on se respecte les uns les autres. Ce respect des uns des autres, c'est un droit. Au sens, je reconnais à l'autre un droit, le droit de mon respect, etc. Donc le droit, c'est celui-ci. Et ce n'est rien d'autre. On tombe ensuite effectivement dans le contrat social, c'est-à-dire comme je reconnais l'un et l'autre, je peux m'engager sur des transactions et je peux faire des contrats, c'est-à-dire je peux m'engager vis-à-vis des autres, et les autres peuvent s'engager vis-à-vis de moi, et tout dans le libéralisme se construit à partir de là. La séparation des pouvoirs, c'est un modèle 1789, déclaration des droits, qui est déjà un modèle, comment je pourrais dire, étatiste et quasiment de gauche. C'est révolutionnaire comme modèle. Ce n'est pas du tout un modèle libéral. Le modèle libéral, il n'y a pas de dimension positive, il n'y a pas de pouvoir exécutif, il n'y a pas de pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est moi qui l'ai quand je signe mon contrat. Donc, le problème, c'est qu'il a une vision du libéralisme qui est très en ligne avec 1789. Ouais, donc, de Montesquieu, Gaulle, je pense que c'est très c'est la gauche. C'est la gauche, c'est pas du tout libéral. En tout cas. Bon, les Girondins étaient enfin, bon, il y a un débat. Bon, ok. Oui, Non, je mais c'est sais vrai qu'il y a que un débat là-dessus. la déclaration, c'est vrai que bon, elle laisse la porte ouverte en fait à toutes les dérives qu'on connaît d'étatisme. Mais elle a été écrite par des gens dont Oui. on sait très bien après qu'ils ont fait malheureusement 1793. Ouais. Ok, on enchaîne. Donc, ensuite, cela n'est toutefois pas suffisant, car les hommes se divisent facilement sur la religion ou sur leur vision du bien. Il convient donc de soustraire ces domaines aux politiques pour les confiner à la seule sphère individuelle et en faire une affaire privée. Est-ce que tu veux commenter ça sur la privatisation de la religion et la sortir de... Mais je pense que là, pour le poids, c'est bien, effectivement, si j'ai bien compris la phrase, ça me paraît cohérent avec effectivement les principes qui sont en vigueur, ou qu'on voudrait en vigueur plutôt en tant que libéral, où j'ai pu louper un truc. Je suis désolé, je ne lis pas bien la phrase. Mais ma question, c'est en quoi ça pose question, de ton point de vue. Ouais. Bah moi, en fait, même le problème avec cette phrase, c'est ok, si tout le monde est catholique et est d'accord avec ça, bah, très bien. Mais si un jour, voilà, la grande partie de la population ne l'est pas, pourquoi cette partie de la population devrait être forcée de faire ça? Et si un jour l'État change, n'est pas catholique, pourquoi les catholiques devraient suivre ce qu'un État va déclarer? Donc forcément, quelque part, on est obligé de le sortir du champ politique. Tu peux pas obliger les gens à croire. Les choses, tout à fait, on est bien, il s'agit bien de confiner à la seule sphère individuelle. Oui, bien sûr. Après, je pense que après il pourrait y avoir une remarque, c'est sur peut-être la conception actuelle de la laïcité, où quand on parle de religion individuelle, c'est que normalement on a le droit aussi de continuer
à parler de religion publiquement et ce genre de choses. C'est juste qu'au niveau de l'État, ça ne doit pas rentrer en jeu. L'État ne doit pas avoir de pouvoir. Mais Mais je pense souvent, que ce que reprochent les catholiques, peuvent reprocher certains catholiques, c'est que l'État n'aille pas enfin, que les représentants n'aillent pas à la messe, ou je sais pas, enfin, ce genre de choses. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de. je pense que le problème est ailleurs. Je pense qu'il y a là, on pourrait peut-être avoir, si tu veux, une discussion là-dessus, peut-être un sujet, mais je pense que le problème de la laïcité en manière générale est un problème qu'on prend malheureusement à l'envers. La question de la laïcité ne se pose que quand il y a un État. Ouais. Et c'est pas la laïcité qui pose question, c'est l'État lui-même. C'est à partir du moment où il y a une dimension politique et que l'État se mêle justement de choses qui devraient être de la sphère privée, ça renvoie à la question. Ouais. Parce qu'il y a l'État et parce qu'il s'en mêle justement de choses privées, à titre religieux ou pas, le simple fait qu'il s'en mêle, d'accord, quelles qu'en soient les motivations religieuses. Je ne fais même pas l'amalgame. Que ce soit pour des raisons qui seraient musulmanes, protestantes ou catholiques, n'importe peu, le simple fait que l'État se mêle, par exemple, par rapport aux musulmans, la problématique de laïcité entre les catholiques, les protestants et les musulmans, ne se pose non pas à cause des trois religions, mais à cause de l'État. Parce qu'on pourrait dire, oui, enfin, j'essaie de le mettre dans le contexte, c'est que par exemple pour les musulmans, sur on va dire les cantines ou ce genre de choses, c'est qu'en fait, par exemple, on est obligé de financer une école, voilà, on est obligé de la financer, et donc il faudrait, enfin, c'est pas normal qu'on doive financer des régimes particuliers de personnes avec lesquelles on ne partage pas. Et oui, donc, c'est là que le problème vient, alors exactement, que si on était libre de son école, de son éducation, et exactement, on irait là où on veut aller, et on n'a pas à exactement. financer soit la nourriture des musulmans, soit l'avortement des gens qu'on veut pas, enfin, qu'on désapprouve. Si on désapprouve l'avortement, c'est pas normal de devoir payer pour. Tu as très bien traduit, merci de l'exemple, mais c'est exactement ça. Dans une société normale, il n'y a pas l'État et donc les gens s'organisent spontanément. Effectivement, ils vont s'organiser par affinité. Et à partir du moment où tu t'organises par affinité, la question de la laïcité tombe toute seule. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Après, c'est quand ils parlent affaires privées, c'est que soi-disant, on n'aurait pas le droit de parler dans la rue, voilà. C'est peut-être ça qui veut dire. Bon, on va passer à autre chose. Je continue. Le libéralisme politique ne s'attache pas aux vertus des acteurs, mais aux vertus du système. Alors que chez les classiques, la politique visait à promouvoir des règles de vie, le libéralisme politique se borne à fixer des règles du jeu. Il ne fixe donc pas de fin, il ne poursuit aucun bien commun, il établit seulement un cadre juridique où chacun peut poursuivre ses propres fins. Il a totalement raison. Ouais. Pour une fois que quelqu'un exprime ce que le libéralisme peut être de manière à peu près, il a complètement raison. Mais encore une fois, c'est le même problème. Il l'exprime d'une manière qui implicitement est un regret de sa part. C'est-à-dire que pour lui, c'est un point négatif. Il ne comprend pas que c'est l'exemple que tu viens de donner juste avant. C'est la même chose. Il ne comprend pas qu'à partir du moment où on a effectivement juste posé les règles du jeu, mais justement, à partir de là, on peut jouer, par définition. Et donc, si on peut jouer, ce n'est pas unique. Les règles, on va pouvoir faire des règles au-dessus des règles. On établit que la règle du jeu, c'est chacun paye sa cantine s'il a envie d'avoir une cantine. C'est ça la règle du jeu, et c'est la seule. Eh bien, chacun va pouvoir faire la cantine qu'il veut. Et donc, par définition, il pourra financer des omelettes au jambon chez les uns et des omelettes sans jambon chez les autres. Et des Pas voir que omelettes c'est au juste tofu pour les végétariens. Ouais, Non, exact. Désolé pour les végétariens. Mais c'est ça qu'ils semblent ne pas voir, c'est que justement, c'est cette règle du jeu de base. Ce qu'il oublie de dire, c'est que les règles du jeu, elles s'empilent en fait. On empile les règles du jeu. Elles ne sont pas figées. Et donc, c'est justement parce qu'on est minimaliste en termes de règles du jeu qu'on va permettre à chacun de construire dessus et au bout du compte, que le bien, la notion de fin va pouvoir s'exprimer. Je pense qu'il commet l'erreur classique d'imaginer qu'il n'y a qu'un seul jeu de règles du jeu et qu'il n'y a qu'une seule type de finalité. Et c'est faux. C'est faux. Après, on peut, enfin, dans sa conception chrétienne, on peut se dire voilà, la vraie fin, la vraie finalité, ça va être ça. Le problème, c'est qu'il y a d'autres gens qui ne pensent pas la même chose. Et c'est qu'il imagine qu'il aurait le droit d'imposer cette fin, cette finalité, cette vision à tout le monde. Parce que ça serait la seule qui serait bonne. Après, je peux être d'accord avec lui. Enfin, je suis d'accord sur la finalité, mais après, tu ne peux pas imposer ça. Tu
peux pas l'imposer de force. Prenons le dessin qui est juste à côté. Le dessin est juste à côté, il y a Jésus qui arrive et qui dit « La vérité vous rendra libre ». Le problème de cette phrase-là, c'est la vérité. Désolé, il n'y a pas une vérité. Ou alors, on n'appelle pas la vérité la vérité. Je pense. Non, mais après, cette phrase est auto. C'est ça. Je fais exprès, mais c'est ça fondamentalement. Si on imagine un monde où il n'y a qu'une seule vérité, alors effectivement, il a raison. Manque de bol. Il y a un nombre de religions dans le monde qui est très impressionnant. Je ne m'exprimerai même pas à savoir si c'est vrai, bien, pas bien. C'est juste un constat. Oui, c'est un constat. Non, là, on parle juste du constat. Le débat, c'est pas de dire laquelle est vraie, c'est un constat. Des gens ont des avis différents sur la question et que imposer aux autres. Voilà. On a le choix quelque part. C'est soit on considère qu'il n'y a qu'une vérité et donc on rentre en conflit avec tous les autres, voilà. Ou on accepte que c'est pas cette réalité-là et on admet cette variété, mais on revendique à l'inverse aussi le droit pour soi de pouvoir au moins chez soi et vivre sa vérité. Mais voilà, la vision libérale, c'est exactement celle-là. C'est-à-dire, il y a autant de vérités qu'il y a de gens, et je dis bien qu'il y a de gens. Et on organise. Parce que moi, je suis pas trop d'accord sur le fait de dire il n'y a pas de vérité. Parce que la phrase de dire il n'y a pas de vérité, tu supposes qu'elle est vraie, donc il y a une vérité. La sentence. Il n'y a pas de vérité. Mais c'est pas dire la vérité. Non, mais c'est juste le terme vérité. Ça serait plutôt dire conception. Plutôt la conception de ce qui est vrai. Enfin, ce qui pense être la vérité. Ce que pense être la vérité va être différent. Tu as raison. La vérité en tant que concept doit exister. Tu as raison. Après, c'est la conception de chacun de la vérité va être différente et donc tu peux pas. Oui, c'est vrai. Mais le point c'est celui-là, c'est que c'est une notion qui est au bout du compte, qui est individuelle, qui peut être au mieux communautariste, si je puis dire, sans aucune connotation, juste en termes de voilà. Mais ça s'arrête là. Et donc on est dans un monde et dans une société où la multiplicité existe. Donc on a le choix, soit on reconnaît cette multiplicité et on peut espérer vivre en paix, soit on ne la reconnaît pas et on a un problème. C'est aussi simple que ça. Ouais. Allez, on continue. Le libéralisme économique apparaît naturellement dans le sillage du libéralisme politique en réponse à la seconde question posée ci-dessus. Si pour les libéraux les idées divisent, l'intérêt unit, et ils pensent que le commerce est pacificateur, d'où le principe du laisser-faire, laisser-passer et l'apparition de l'homo economicus. Voilà. Alors, il y a du vrai et du pas vrai dans ce qui est vrai, ce que je voudrais souligner, c'est les libéraux pensent que je ne vais pas revenir sur les discussions qu'on a déjà eues. Je renvoie sur les discussions sur l'intérêt de l'échange, sur la dimension sociale du profit, l'utilité sociale, etc. Le commerce engendre une utilité, améliore la situation de tout le monde, ceci de manière pacifique. Donc oui, le libéral est pacifique et en plus pense que le commerce améliore la situation de tout le monde et donc génère encore plus de tendance à la paix, très clairement. Maintenant, mais je ne vois pas ce qui est négatif là-dedans. Voilà, je ne vois pas du tout ce qui est négatif là-dedans. Et la notion de l'apparition de l'homo economicus, par exemple, ça par contre, c'est un peu de la fumisterie. C'est une notion qui existe, mais en fait, c'est simplement ça renvoie à l'utilitarisme et à des conceptions de la liberté qui sont en fait pas les bonnes, et qui sont ce qu'on appelle l'utilitarisme et qui en sont en fait très proches des notions socialistes, si tu veux. Donc dans le même paragraphe, il va mélanger des choses qui sont quasiment socialistes avec des choses qui sont réellement l'effet de la vision libérale. Donc là-dessus, okay. Mais pour moi le point important c'est le commerce est pacificateur, oui. Et donc il n'y avait rien de mal à ça. Ben non, ouais. Je vois pas trop en tout cas. Je vois pas trop. Ouais. Bon là, je vais passer directement au dernier paragraphe parce que là, l'article est un peu long. On va passer au dernier paragraphe. Donc, la priorité pour redonner un sens à nos sociétés serait de rétablir la notion du bien, et donc aussi du bien commun qui est la finalité du politique, ce qui signifie nécessairement se réapproprier le concept de loi naturelle. Plutôt que de tout renverser, c'est déjà un vaste programme de réforme.
Donc, Ah, je c'est voulais sûr aller que c'est directement un à ça vaste parce que programme. ça concentre bien toute l'idée de l'auteur, je pense. Je pense, oui. Vaste programme de réforme, on est clair. La priorité pour redonner un sens à nos sociétés, déjà, on pourrait s'arrêter là-dessus. Nos sociétés ont-elles et peuvent-elles ou doivent-elles avoir un sens? Moi, pour moi, je ne sais même pas ce que c'est que le sens de la vie. Alors, le sens d'une société, je ne sais pas. Et je pense que le but, l'objet des sociétés, c'est de les permettre à chacun de nous, à chaque individu, de trouver le sens qu'il peut lui espérer avoir dans la vie. Ce qui est déjà très différent, tu vois. Ouais. Je ne sais pas si une société a autre sens que ça. Premier point. Ensuite, rétablir la notion de bien. Parce qu'il y a une notion du bien qui serait... comment on fait pour, quand on est deux individus, qu'il y en a un qui vole à l'autre? Où est le bien? Moi, il y en a un qui fait du mal à l'autre, il y en a un qui croit se faire du bien. La notion de bien et de mal, c'est une notion qui est individuelle. Je ne crois pas pour ma part à une notion de bien globale, unique. On peut imaginer, effectivement, se dire faire la paix dans le monde, c'est le bien. Oui, certainement. Que ça aille dans le sens du bien, certainement. Mais est-ce que ça caractérise le bien? Est-ce qu'on est plus précis que ça? Je ne crois pas. J'aime bien la citation de Christian Michel qui consiste à dire, qui est à côté un petit peu de ça, mais qui va dans le même sens, qui parle de l'intérêt général. L'intérêt général n'existe pas. Il n'y a pas de bien commun. Le seul intérêt qu'on peut avoir nous tous, c'est le respect du droit. Et encore une fois, respecter l'individu et permettre à l'individu, comme je viens de le dire, de trouver dans sa société, de trouver son sens, son bien. Et le seul bien commun, c'est le respect du droit, justement. Après, sur le droit, il faut juste préciser que c'est pas forcément le droit, tous les droits qui peuvent exister. C'est que le droit, là, on parle du droit naturel. Oui, du droit naturel, effectivement. Droit naturel, ouais. Oui, tu as raison. Tu as raison. Le droit aux allocs n'en fait pas partie. Non, le droit aux allocs n'est pas un droit. Et c'est un faux droit. De manière générale, les 69 codes que nous connaissons ne sont pas du droit. Ouais. Mais je pense que c'est un point important. Le seul bien commun que je connaisse, c'est le respect du droit. C'est extrêmement fort, à mon avis, comme phrase. Je ne connais pas d'autre bien commun que juste se donner comme objectif le respect du droit naturel, individuel. Il n'y en a pas d'autre. Et s'il devait y avoir un sens aux sociétés, pour moi, ça serait celui-là et celui-là seulement. Oui, parce que moi, je voulais juste réagir sur la phrase « et donc du bien commun qui est la finalité du politique ». Je me disais peut-être sur politique, la finalité du politique, peut-être tu voulais dire deux mots en tant que libertarien. Je pense que c'est une antinomie. Voilà, je pense. C'est pour ça que je te fais. C'est une antinomie parce que, vu ce que je viens de dire du bien commun, donc, qui est le respect du droit, le politique, par définition, c'est la violation du droit. C'est l'usage de la force. C'est l'usage de la force. La finalité du politique, quelle qu'elle soit, passe par, au-delà des finalités qu'on affiche et de façade, la réalité du politique, c'est de forcer quelque chose. C'est l'usage de la force, c'est le recours à la force pour une finalité quelle qu'elle soit, c'est le recours à la force. Et le recours à la force, c'est le contraire du droit. Donc, c'est intéressant de mettre effectivement dans la même phrase bien commun et finalité du politique, puisque c'est tout l'inverse. Si le bien commun, le seul possible, c'est le respect du droit, c'est par définition le contraire du politique. Viser, la finalité politique, par définition, va à l'inverse du bien commun. Ouais. Je suis d'accord. Ok, bah voilà, cet article est fini. Merci de l'avoir commenté. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.